On a la vision, et puis si on veut regarder l'univers, c'est essentiellement la vision qui va nous intéresser. On regarde l'univers à travers des objets comme des télescopes. Alors, attendez, hop. Non, ça ne marche pas. Voilà, comme des télescopes ici, enfin des miroirs ici. Là, on voit la licorne qui se regarde dans le miroir qui est tenue par cette dame. Donc on a la vision. Alors la vision, qu'est-ce que c'est? C'est regarder des photons dans le visible. Oui. Ouais, mais je vais montrer plein d'images et il faut que je regarde parce que c'est assez dynamique. Je vais vous montrer plein d'images. Bon, je vais essayer de parler. Non, non, mais il n'y a aucun souci. Donc, alors, les photons qu'on va observer, c'est essentiellement avec nos yeux, c'est essentiellement dans le visible, dans cette partie-là. Dans cette partie-là, typiquement entre 1 micron et quelques centaines de nanomètres. Et puis, il y a toute une partie du spectre électromagnétique qu'on va pas pouvoir voir, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà des infrarouges, c'est-à-dire tout ce qui est micro-ondes et les ondes radio. Puis, d'un autre côté, au-delà de l'ultraviolet, il y a toute une partie qu'on ne pourra pas observer non plus avec nos yeux, c'est-à-dire tout ce qui est les rayons X et les rayons gamma. Alors ici sur ce graphe, ici, on a une correspondance entre la longueur d'onde de notre onde électromagnétique, et puis on a une conversion directement en température, et puis une conversion ici en fréquence. Alors si on prend par exemple Planck qui regarde le front diffus cosmologique, hein, les belles cartes que nous a montré Maud tout à l'heure, et puis d'autres gens certainement, on s'aperçoit que Planck, on essaie de regarder un signal qui est typiquement dans cette zone-là, qui correspond typiquement à quelque chose qui est autour d'1 Kelvin. D'accord? Donc ça, c'est le rayonnement du front diffus cosmologique. Alors, dans cette présentation, je ne vais pas vous faire un exposé de toutes les expériences qui sont réalisées au laboratoire. Je vais détailler un peu plus que certaines expériences, qui sont essentiellement associées aux rayons gamma, à l'observation de l'univers avec des rayons gamma et des rayons X. Des expériences qui sont créées au laboratoire et qui sont développées pour pouvoir observer des ondes gravitationnelles. Et puis des expériences qui sont post-Planck, qui sont là pour détecter et pour bien caractériser le fond diffus cosmologique et son rayonnement millimétrique. Donc tous les instruments que je vais vous présenter ont été créés pour convertir ce signal qu'on ne peut pas voir, ces rayons X et gamma, ces ondes gravitationnelles ou ces rayons millimétriques qu'on ne peut pas voir directement avec nos yeux et qu'on va pouvoir observer à travers des objets, des instruments qu'on développe. Je vais passer comme ça, ce sera plus simple. Donc la première instrumentation que je vais vous présenter, c'est l'instrumentation gamma, l'instrumentation X et gamma. Alors l'instrumentation X et gamma, ça a pour but de regarder l'univers dans les X et les gamma à des énergies de photons qui sont typiquement entre une dizaine de keV et une centaine de MeV. Et qu'est-ce qu'on peut regarder dans ces gammes d'énergie-là? On peut regarder typiquement la radioactivité de la galaxie, on peut regarder le rayonnement de sources compactes comme les quasars, les magnétrons, les magnétars, la formation de trous noirs. On peut regarder aussi des phénomènes qui sont extrêmement violents, c'est des sursauts gamma et des sursauts X. Et puis on peut faire, comme dans le cas de Planck, faire une carte du fond diffus X et gamma qui aurait été mis au moment des premières lumières de l'univers. Donc c'est une des approches qu'on peut avoir avec ce type d'instrumentation X et gamma. Alors, si on se met sur la Terre et qu'on regarde la transparence de l'atmosphère, on s'aperçoit que l'atmosphère qui nous entoure, c'est transparent typiquement dans le visible. Hein, on arrive à voir des tas de choses qui sont en dehors de notre atmosphère. On peut voir aussi des choses qui sont typiquement là, dans les zones infrarouges. On peut voir des objets ici, on peut voir des objets célestes ou du fond de l'univers dans les ondes radio. C'est pour ça qu'on peut voir notamment les satellites de communication, etc. C'est typiquement dans ces gammes de longueur d'onde-là. Mais on ne pourra pas voir tous les objets qui émettent dans les X et les gamma. Donc de la Terre, typiquement, on ne peut pas faire ce genre de choses-là, donc on est obligé de faire des missions spatiales. S'échapper de l'atmosphère terrestre. Alors, pour préparer une mission spatiale, faut qu'on développe des détecteurs. Donc typiquement, c'est ce qu'on appelle des R&D, détecteurs et instrumentation. Donc pour préparer ces détecteurs, faut les fabriquer. Donc typiquement,
on fabrique des détecteurs. Ensuite, on va les caractériser électriquement, et puis on va les caractériser sous rayonnement dans différents laboratoires. Alors ici, ça se fait chez nous, ici, à l'APC. Ensuite, ces détecteurs, on va les mettre dans des enceintes à vide pour simuler l'environnement spatial ou l'environnement dans lequel sera mis notre détecteur. Donc ici, on a notre détecteur qui est intégré dans une enceinte à vide avec tout l'arsenal et tout l'arsenal instrumental qui permettent de caractériser chacun des détecteurs. Et puis ici, on a des signaux, les premiers signaux qui apparaissent. Donc ça, c'est une R&D qu'on appelle la R&D Compton au laboratoire. Et puis le but de cette expérience, c'est de faire un ballon, de mettre un ballon. Alors on va pas faire, une fois qu'on aura nos détecteurs, on ne va pas tout de suite faire une mission spatiale, parce qu'une mission spatiale, c'est quelques centaines de millions d'euros. Alors bon, on va tester nos détecteurs, on va mettre ça dans un ballon. Un ballon, c'est quelques millions d'euros plutôt, c'est pas des centaines de millions d'euros, donc c'est beaucoup plus accessible. Et puis on va pouvoir tester ce qu'on appelle dans certains cas un Pathfinder. On va pouvoir tester un instrument à haute altitude, quelques dizaines de kilomètres. Et puis on va pouvoir commencer à faire des vols assez longs, hein, typiquement une semaine ou un peu moins, enfin, ça dépend après de l'expérience. Et puis on va pouvoir faire les premières cartes de l'univers ou d'une partie de l'univers dans les rayons X et gamma. Donc ça, c'était la présentation des détecteurs X et gamma. Ensuite, il y a une autre grosse partie de l'activité au laboratoire, dans l'instrumentation, c'est tout ce qui est instrumentation optique pour la détection directe des ondes gravitationnelles. Alors vous avez eu, je pense, un TP. Vous avez eu un TP avec l'interféromètre qui est, je pense, qui est là-bas, donc avec tout ce qui est explication du fonctionnement de l'interférométrie. Après, je ne sais pas dans quel détail ce TP a permis de comprendre le phénomène d'interférométrie et puis les sensibilités, ce genre de choses. Mais typiquement, au laboratoire, on a deux programmes. On a un programme qui s'appelle LISA ou ELISA, qui est le vol en formation de 3 satellites, avec des bras qui ont typiquement 1 million de kilomètres de distance. Donc on a 3 satellites qui volent en formation, avec des bras d'interféromètres qui ont 1 million de kilomètres. Et puis ça tourne autour du Soleil, et c'est positionné derrière la Terre, et puis ça tourne, et puis c'est un satellite, c'est un vol en formation qui va permettre de détecter l'interaction non gravitationnelle avec des masses inertielles. Et donc si on a une interaction de ces ondes gravitationnelles avec ces masses inertielles, à ce moment-là, on va avoir une frange d'interférence qui va se déplacer, et à ce moment-là, on pourra valider on va pouvoir voir pour la première fois une onde gravitationnelle. Alors ça, c'est ELISA depuis le sol, et puis je pense que vous avez dû entendre aussi parler de Virgo et d'Advanced Virgo au cours de la présentation de l'interféromètre. Donc c'était Madame Christelby qui vous a présenté ça. Alors une des grosses difficultés de ce genre d'expérience, c'est l'extrême stabilité de ces systèmes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait des bruits environnants, alors je ne sais pas, que ce soit les bruits liés à l'activité humaine ou quoi que ce soit, qui viennent perturber le système, qui viennent donner des impulsions au système, qui pourraient éventuellement être traduits en ondes gravitationnelles. Donc une grosses difficultés de ce genre de système, et notamment de LISA, pour voir certains objets, certaines gravitationnelles, c'est d'avoir des stabilités sur des dizaines de milliers de secondes. Donc ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose, c'est d'avoir des instrumentations qui sont extrêmement stables au niveau mécanique, de manière à pouvoir avoir des fluctuations de 10-18 mètres sur typiquement une longueur d'1 kilomètre. Donc voilà, ça c'est l'instrumentation besoin gravitationnelle. Alors comment on fait ça? Il y a tout un tas de gens, des ingénieurs, des techniciens, qui développent des systèmes optiques en salle blanche. Ici, on voit une salle blanche ici, enfin, à l'APC, c'est au laboratoire, qui développent des systèmes optiques pour améliorer justement et pour pouvoir comprendre comment fonctionnent ces systèmes et sous-systèmes par l'interférométrie laser. Donc ici, on voit des tables optiques, on voit tout un tas de composants et puis des systèmes de mesure avec des diodes à cadran, tout un tas de choses. Donc on a tout un tas de gens. Donc, vous avez vu notamment Christelby qui vous a présenté l'interféromètre. Donc c'est une des personnes qui développe ce genre de matériel. Et puis les systèmes qui sont développés, c'est essentiellement des télescopes pour pouvoir moduler la taille changer la taille du faisceau, changer la forme du faisceau laser qui est injecté dans l'interféromètre ou qui est détecté par l'interféromètre. On a aussi, dans le cadre de l'expérience ELISA, on a au laboratoire, nos collègues opticiens ont développé ce qu'on appelle le LOT, c'est le LISA Ensemble, c'est-à-dire que c'est un interféromètre
qui est fait sur une table optique, hein, les tables que je vous ai montrées tout à l'heure, et cet interféromètre a le but de valider le fonctionnement et de simuler le fonctionnement en vol de cet interféromètre. Donc si on voit LISA, enfin ELISA, qui a typiquement des bras d'une longueur d'1 million de kilomètres, bah, l'idée c'est de faire un système beaucoup plus compact qui permettra de comprendre et puis d'analyser tous les phénomènes, ce qu'on appelle toutes les systématiques qui pourraient être introduites dans le cas du fonctionnement en vol de LISA. Et puis une grosse activité qui est le développement de systèmes de stabilisation laser, de manière à ce que des fluctuations du laser ne viennent pas simuler, par exemple, des ondes gravitationnelles qui pourraient être interprétées comme des ondes gravitationnelles. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais parler de l'instrumentation pour la mesure de la polarisation du CMB. Alors, si on regarde la carte de Planck, si on regarde Planck et la carte de Planck, alors Planck, c'est quoi? Il y a un instrument qui s'appelle l'instrument HFI, vous en avez entendu parler en long, en large et en travers, je suppose, jusqu'à présent. Donc, c'est 52 détecteurs qui étaient refroidis à 103 millikelvin, qui étaient placés à L2, et puis ce système, ce qu'on appelle le plan focal HFI, ici, qui constituait ces 52 détecteurs, a été étalonné hein, dans un système, avec un système optique avant son lancement, qui a permis de valider son bon fonctionnement avant de mettre ça dans l'espace. Et puis, bah, typiquement, on a la sensibilité de cet instrument, des bolomètres qui sont sur cet instrument, donc, typiquement, c'est 10-17 watts par racine de Hertz. Alors ça, c'est un peu barbare comme unité, mais typiquement, on peut mesurer 10-17 watts. Donc c'est un pouillème de rien du tout en 1 seconde. Et alors Ken Ganga, que vous aviez entendu auparavant, a fait un petit calcul et puis est arrivé sur le fait que 10-17 watts par racine de Hertz, c'est l'équivalent du rayonnement thermique d'un lapin qui serait mis sur la Lune. C'est-à-dire qu'en 1 seconde, on pourrait voir un lapin avec son propre rayonnement sur la Lune. Donc ça donne une idée de la sensibilité de ce genre de détecteur. Alors, Planck a été lancé en mai 2009, et puis bah, il y a une carte du fond diffus cosmologique qui a été établie. Donc c'est la carte, je suppose que c'est la, je ne sais pas si c'est la dernière carte, c'est la dernière carte. Alors une chose qu'il faut avoir à l'esprit dans ce genre de carte, c'est que quand on a le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire qu'on a un rayonnement qui est isotrope partout dans l'univers, et qui fait en gros 2,7 Kelvin, quelque chose comme ça. Et puis, bah, sur ce rayonnement, on a des petits grumeaux, hein, des taches jaunes, là. On a des petits grumeaux qui ont en gros la taille de la Lune, c'est 1 degré sur le ciel. Et puis, bah, ces grumeaux-là ont un peu c'est des fluctuations de température. Alors, c'est une toute petite fluctuation de température, c'est typiquement 500 microkelvin. Donc, on a un fond diffus cosmologique à 3 Kelvin, en gros. Et puis, bah, ce qu'on veut mesurer avec nos instruments extrêmement sensibles, là, c'est quelque chose qui fait en gros plus ou moins 500 microkelvin. Donc, c'est quelque chose qui est petit. C'est quelque chose qui est... Et donc, c'est extrêmement complexe. Il faut vraiment développer des instruments extrêmement évolués. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait le TP avec... le TP Penza-Wilson avec Guillaume Bordier et puis Andrea Tartari, mais vous avez vu un peu déjà la complexité qu'il y avait à mettre en œuvre cet instrument-là dans un LuIPARC. Alors mettre ça dans l'espace, enfin un instrument dans l'espace avec des températures de 103 000 Kelvin, c'est toute une autre paire de manches. Donc ça, c'est Planck et puis ces anisotropies. Et puis maintenant, bah, depuis quelques années, on est impliqué dans le post-Planck. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus loin que Planck. Et l'idée, c'est, alors Planck a fait une carte du ciel en intensité, c'est-à-dire qu'on a fait la mesure du ciel, enfin des grumeaux qui étaient sur le ciel en température, d'accord. Donc on a 2,7 K plus ou moins 500 microkelvin. Et puis bah, Planck, enfin toutes les missions post-Planck maintenant vont essayer de mesurer la polarisation du fond diffus cosmologique. Alors pourquoi on veut mesurer la polarisation du fond diffus cosmologique? Ce serait pour mettre en évidence d'une manière un peu indirecte la formation gravitationnelle au moment du Big Bang. C'est-à-dire que s'il y a eu ce Big Bang qui a été prédit par les théoriciens, si ce Big Bang a existé, bah, il y aurait eu des ondes gravitationnelles, des formations de l'espace-temps. Et ces déformations de l'espace-temps en interaction avec les endroits où sont émis ces petits photons, bah, auraient créé une certaine polarisation de la lumière. C'est la manière dont la lumière est émise. Et donc bah, maintenant, si on arrive à avoir une polarisation sur ce genre de carte, ça veut dire qu'on a les ondes gravitationnelles qui peuvent être détectées aussi.
C'est-à-dire qu'on aurait deux manières de détecter ces ondes gravitationnelles. D'une part, enfin il y en a peut-être d'autres, hein, mais d'une part d'une manière directe avec les interféromètres de Michelson, hein, LISA et Virgo, et puis d'autre part, si on arrive à voir une polarisation sur cette carte-là, et bien à ce moment-là, on peut dire qu'on a des ondes gravitationnelles primordiales qui ont été émises au moment du Big Bang. Donc voilà, ça c'est la suite de Post-Planck, c'est l'étude de la polarisation du fond diffus cosmologique. Alors, au laboratoire, on a entrepris cette activité depuis quelques années. Et puis, avant de faire une mission spatiale pour justement de mesurer cette polarisation du cosmologique, il faut déjà voir si ces ondes gravitationnelles existent, parce que les agences spatiales ne vont pas nous donner 1 milliard d'euros pour détecter quelque chose qui n'existe pas forcément. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est que déjà, regardez depuis le sol si vous pouvez voir ces ondes gravitationnelles, cette polarisation du flux cosmologique. Et puis, quand vous aurez vu cette polarisation depuis le sol, à ce moment-là, vous pourrez faire une mission spatiale post-Planck d'ici 10, 20 ans, quelque chose comme ça. Et donc, ça a été une des grosses missions du laboratoire, c'était de développer l'instrumentation pour les missions post-Planck, et notamment pour avoir une instrumentation sensible à la polarisation. Et donc, alors, Planck avait une cinquantaine de détecteurs. La mission spatiale, ou la mission qu'on appelle cubique actuellement, qui est installée en Antarctique, cette mission aura, ou ce projet de détecteur, aura 124 détecteurs au plan focal. Et puis, ces détecteurs sont refroidis aussi à 100 millikelvin. Donc, si on a beaucoup de détecteurs, il y a beaucoup de câblage, pour pouvoir lire les signaux. Et s'il y a beaucoup de câblage, on apporte beaucoup de chaleur. Et à ce moment-là, on n'arrive pas à descendre en température. Donc, il faut ruser un petit peu avec la nature, de manière à pouvoir lire tous ces signaux de tous ces détecteurs avec le moins d'électronique possible et de câblage. Donc, on développe des électroniques de multiplexage, qu'on appelle de multiplexage, qui fonctionnent à très très basse température au laboratoire. Et puis, ça marche pas mal. Et puis l'idée, c'est de mettre ça dans un cryostat et puis de regarder le ciel. Les photons vont arriver du ciel. Ils vont être émis dans ce qu'on appelle un fuseau combiner. Bon, c'est un dispositif optique. Et puis ici, on pourra voir les détecteurs qui sont ici dans le plan focal. Donc ça, c'est une des grosses activités. Alors bon, mettre une expérience au sol, c'est pas simple. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On veut regarder des fractions de microkelvin. Regardez l'émission de fraction de microkelvin, et puis on a le rayonnement de la Terre, si on est au sol, on a le rayonnement de la Terre qui est à 300 Kelvin. D'accord. On a le rayonnement du ciel, typiquement, dans un endroit un peu froid, qui est typiquement de 10 Kelvin. On a le rayonnement du CNB qui est de 2,7 Kelvin. On a le rayonnement des anisotropies du fond diffus cosmologique, le rayonnement de ces petits grumeaux sur la carte de Planck qui est de 500 microkelvin. Et puis nous, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est des fluctuations en température qui sont liées à la polarisation et puis qui seraient typiquement de 0,1 à 10⁻7 Kelvin. Donc ce qu'on veut faire, c'est mesurer un signal qui est en gros 10 millions de fois plus faible que le signal du CNB. Donc là, ça devient compliqué. Donc il faut faire des instrumentations extrêmement précises, extrêmement insensibles à toutes les perturbations pour pouvoir mesurer ce signal de polarisation. Et donc si on veut faire ça depuis le sol, il faut qu'on trouve un endroit qui a les bonnes propriétés, qui est sec parce qu'il ne va pas absorber nos photons dans le millimétrique, un endroit qui est relativement en altitude pour avoir une épaisseur d'atmosphère la plus faible possible, et puis un endroit qui a les bonnes propriétés pour avoir une bonne stratégie d'observation. Et alors ce qu'on a trouvé, nous, c'était d'installer notre détecteur en Antarctique. Alors en Antarctique, on a un endroit qu'on appelle le Dôme C ou la base de Concordia. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une base franco-italienne qui est sur un plateau. Alors typiquement, c'est 4000 mètres d'altitude. Et puis, c'est une atmosphère qui est plutôt froide et sèche, qui fait entre moins 30 et moins 80 degrés. Et puis, c'est un endroit qui a très peu d'humidité dans l'air et donc qui permettrait d'avoir une certaine transparence pour nos photons dans le millimétrique. Alors, avant d'installer notre gros détecteur cubique sur ce site, on a eu plusieurs campagnes de tests pour caractériser la transparence du ciel et la perturbation, la stabilité de cette atmosphère à 150 GHz pendant l'été en Antarctique. Et puis, on s'est aperçu que c'était un endroit qui avait les bonnes propriétés, parce qu'on a une atmosphère qui est relativement stable, qui est liée à la position de l'Antarctique dans un vortex, qui est lié à l'axe de rotation de la Terre. Et puis,
on a à cet endroit-là, vu qu'on est toujours sur l'axe de rotation de la Terre, on peut regarder toujours la même partie du ciel. Ce qui fait qu'on peut, pendant un an, on peut regarder toujours la même partie du ciel en permanence. Ce n'est pas le cas à l'équateur, par exemple, je sais pas, au Chili, ou je ne sais pas où, à ce moment-là, on peut regarder le ciel, la même partie du ciel, en gros, pendant un quart du temps. Là, c'est 100% du temps, on regarde la même partie du ciel. Donc ça a les bonnes propriétés pour installer nos détecteurs, pour avoir nos photons millimétriques, et puis c'est une bonne propriété, cet endroit, le DOMC, c'est aussi un endroit qui a les bonnes propriétés pour la stratégie d'observation du ciel. Alors, tester un endroit comme ça, c'est extrêmement compliqué. Il y a une logistique qui est extrêmement lourde. Aller en Antarctique, en gros, c'est 10 jours de bateau aller, 10 jours de bateau retour. On est dans un endroit qui est plutôt hostile. On a des petits avions comme ça. Alors là, ici, c'est Guillaume Bordier qui s'occupait du TP, qui s'occupait du TP Penzas et Wilson, qui a été notre missionnaire pendant une année. Et puis, on a eu 3 campagnes sur ce site d'Antarctique. Ici, vous avez notre manip qui s'appelle Cubic. Et puis ici, on a la base de Concordia. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cet endroit-là. Enfin, on trouve pas mal d'informations sur le web sur ce site. Et puis, on a testé ce site avec nos détecteurs. Et puis, c'est un site qui a des bonnes propriétés. Donc, Cubic a de fortes chances d'être installé dans cet endroit-là. Et puis, une fois que Cubic aura regardé les ondes gravitationnelles, ou pas, à ce moment-là, on pourra se lancer dans une mission spatiale. Donc voilà, donc je vous ai présenté l'instrumentation pour l'astroparticule. Alors je n'ai pas parlé de tout, je n'ai pas parlé de l'instrumentation visible, je n'ai pas parlé de la physique de neutrinos, je n'ai pas parlé de toutes ces choses. Je vous ai montré j'ai plutôt insisté sur l'astronomie gamma et les ondes gravitationnelles et les mesures du CMB post-Planck. Et puis je vous remercie. Merci beaucoup.